Flow, l'actu de demain. Bonjour Emmanuel, Bonjour, bienvenue dans Flow. merci. Merci à toi de me recevoir dans les locaux de Bugali, dans ce qui ressemble à une chambre d'enfant avec des coussins roses, des peluches, des crocodiles dessinés au mur. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me recevoir, je sais que tu vis à 100 à l'heure, donc je suis très honoré. Alors chez Flow, on va à la rencontre, comme je te le disais, d'experts, d'entrepreneurs qui remettent en question le monde d'aujourd'hui et qui proposent quelque chose de nouveau pour repenser le monde de demain. Donc, tout naturellement, j'avais envie de te recevoir et de t'interviewer sur un peu les 1000 vies que tu mènes depuis quelques années. Tu es avant tout une passionnée, engagée, je pense que passionnée et engagée, on ne peut pas te définir sans ces deux mots. Une entrepreneur multirécidiviste. Tu milites pour plus d'humanité dans le monde du travail, pour plus d'égalité, de parité. Tu te bats pour des femmes plus libres, pour des femmes leaders, pour une jeunesse qui ose, qui rassemble, qui change le monde. En tout cas, merci beaucoup d'être là. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qui tu es et ce qui t'anime ? Alors, qui je suis ? Je suis une entrepreneure, encore un peu jeune. En effet, engagée, même si franchement l'engagement il revêt des définitions très différentes et j'ai eu la chance de côtoyer des niveaux d'engagement qui sont bien plus intenses que le mien. Donc je prends toujours des pincettes avec ce sujet. Je pense que je suis quelqu'un qui aurait dû être dans la politique ou dans un ministère et qui finalement, pour essayer d'impacter des sujets régaliens, utilise l'arme de l'entrepreneuriat. Voilà. Tu es passé d'ailleurs par une expérience Oui. dans un cabinet ministériel. Oui, au ministère des Finances. Et ça t'a pas donné envie de continuer En fait, ça m'a fait comprendre à quel point l'action publique, elle est entravée. Il y a beaucoup d'inertie, donc c'est très long terme, c'est compliqué de faire bouger les lignes. Et je pense que... Je pensais déjà à l'époque que le pouvoir politique était très faible. Évidemment, je le pense encore plus aujourd'hui. Et je crois que la société... peut-être que tous les vieux disent ça, mais moi j'ai la sensation que l'adulte que je suis a vu des transformations civilisationnelles gigantesques et une accélération des bouleversements, de leur fréquence, une vitesse extraordinaire. Et depuis que je suis passée en cabinet, j'ai vu aussi à quel point le délitement de la puissance publique va de pair avec une puissance de plus en plus intense du monde économique. Et du coup, une importance de plus en plus forte du monde économique dans la vie des hommes et des femmes, parce qu'aujourd'hui, l'école privée se développe, les usages technologiques envahissent nos vies et façonnent nos mindsets, nos grilles de lecture du monde, notre ordonnancement des valeurs. Et donc il y a en effet, je crois, des sujets d'éthique, des sujets d'arrêter le temps pour se poser la question de ce qui nous anime au sein du monde économique qui deviennent des sujets éminemment politiques. Alors quel ministère t'aurais aimé posséder, travailler Pour le ministre, pour le candidat Macron, sur la première élection, au moment où on n'était pas tous déçus et on se disait que c'était peut-être un renouveau salutaire, j'avais écrit une tribune, je crois qu'elle était parue dans Le Point, pour proposer la création d'un ministère du futur. C'est celui-ci qui m'aurait intéressée. Extraordinaire. Il existe des ministères du futur dans les pays scandinaves, en Finlande de mémoire. Et en fait, c'est un ministère transversal qui va analyser les conséquences à moyen et très long terme de toutes les décisions publiques. C'est le bouquin de Robinson. C'est donc un ministère qui en fait, embarque avec lui l'intérêt des générations futures et qui va questionner l'horizon politique. Et je pense qu'en fait, en France, on manque un peu de ça. Alors, il y a eu le plan, mais bon, qui pense que Bayrou sera interviewé demain parce que c'est un des bâtisseurs du monde de demain? Bien sûr que non, en fait. Donc il y avait quelque chose qui sonnait pas juste. Ensuite, il y a eu le Comité national de la refondation, mais c'est pareil, en fait, qui s'est laissé corseter par la technocratie. Alors que si on avait eu l'audace d'en faire un ministère de plein exercice,
avec un process pour analyser toutes les décisions en bout de chaîne. C'est pas une solution magique, mais j'imagine quand même que ça aurait mis au cœur des débats sociétaux la question des générations de demain, en fait, et donc de la vie des décisions qu'on prend aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est ça mon obsession, c'est réussir à penser loin pour se décentrer. Parce que le truc qui m'inquiète le plus et qui m'interpelle intellectuellement, c'est l'autocentrage terrible de nos sociétés. Je l'avais déjà avant, je l'ai encore plus depuis que j'ai des enfants. Mais mon obsession, c'est pas mes enfants, en fait. C'est les enfants avec un grand E. C'est tous les enfants de demain qui vont vivre dans un monde qu'ils n'auront pas façonné, avec les conséquences de décisions qu'ils n'auront pas choisies, et donc la responsabilité immense qui repose sur nos épaules d'y réfléchir à deux fois. C'est vrai tu mets le doigt sur le fait aussi qu'on est dans une société très court-termiste, quoi. Et toutes les décisions qui sont prises, les stratégies politiques, économiques, sont, que ce soit dans le monde politique ou du travail, la plupart du temps très court-termistes. On veut un retour sur investissement rapide, et le ministère du futur aurait au moins l'avantage de positionner le temps de façon plus long terme, effectivement. Sans imposer une vérité, en fait, mais simplement de questionner. Et en termes de méthode, en fait, moi, je ne connais qu'une chose que j'ai éprouvée 50 fois dans ma vie entrepreneuriale, c'est le fait de croiser les regards et de réussir à mettre autour de la table des hommes et des femmes qui ont des manières de voir le sujet qui sont très, très, très différentes pour que de ces regards obliques naisse une contradiction féconde. Et qu'au moins, à la fin, on puisse se dire on n'a pas fait ce choix, mais on sait pourquoi. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, cet esprit critique, cette contradiction féconde, ce leadership partagé parce qu'on sait s'entourer de gens plus forts que soi, il manque cruellement et dans l'univers des startups et dans le monde économique, qui est très perturbé quand même depuis la pandémie. Le monde économique traditionnel, j'entends. Très perturbé depuis la pandémie et dont une partie des dirigeants attend encore le retour du monde de demain. Quand les autres restent immobiles en attendant qu'il se passe quelque chose ou que le BCG leur dise quoi faire. Mais encore plus dans le monde politique, où je pense que la complexité, elle n'est pas loin d'avoir dépassé la capacité des hommes à l'appréhender. Et donc, aujourd'hui, il faut voir les sujets avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, mais beaucoup de pluralité des points de vue. Et pour moi, ça ne convoque pas le sujet de la diversité. Tu mets un black, tu mets une femme, tu mets un jeune, tu mets un vieux, tu mets quelqu'un qui n'est pas de ta nationalité. En fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est la diversité des cadres de pensée. Ça veut dire réussir à faire coïncider dans une discussion sur des sujets majeurs des gens qui ont des rapports à l'existence, des rapports au temps, des rapports à l'autre, des rapports à ce qui est important, à ce qui ne l'est pas, des rapports à la connaissance qui sont totalement différents. Et ça peut paraître bête, parce que c'est un peu la maïotique qu'on connaît depuis des millénaires, mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être la manière de fabriquer de la pensée, de prendre des décisions dans toutes les instances, de la Startup Nation Made in France à tous les gouvernements du monde. Donc une approche très, très holistique et la plus long terme possible, quoi. En tout cas, une approche très, très nue, c'est-à-dire de savoir se mettre à poil face à la complexité des sujets, en disant j'ai besoin de l'inconfort de la manière dont vous voyez la thématique. Et ça me fait penser à une conversation que j'ai eue il y a 10 jours avec les patrons d'une très très grosse boîte du BTP, une boîte mondiale, une entreprise assez discrète, où j'ai été stupéfaite d'entendre le discours de modestie absolue des deux patrons. Ils m'ont dit, en fait, Emmanuel, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas ce qu'on doit devenir demain. Donc, il y a des centaines de milliers d'emplois qui sont embarqués. Et moi, je suis rien du tout en face d'eux. Enfin, voilà, je suis... Mais le fait qu'ils se mettent comme ça, nus, intellectuellement, en disant, on ne sait pas ce qu'il faut faire. On entend des trucs, on voit des trucs, on ne sait pas. Et ça nous est jamais arrivé de notre vie. On a tous les deux 60 ans, on ne sait pas ce qu'il faut faire.
Et donc on a besoin d'aide, pas que vous nous disiez quoi faire, mais qu'on crée les conditions pour que si on prend une décision, au moins on pourra se dire que c'était la moins mauvaise des décisions parce qu'on a essayé au maximum d'éclairer nos points de vue. Reconnaître qu'on ne sait pas tout, c'est le premier pas vers la sagesse. Absolument. Alors, on est rentré directement dans le vif du sujet, on est allé très loin, très vite. On va faire un petit dézoom pour quand même préciser, reparler de ce que tu as créé depuis une quinzaine d'années. Ça a commencé quasiment tout de suite à l'ESSEC. Oui. Tu as créé une asso, Women Up. Oui. Dis-nous comment c'est arrivé, ce que tu avais en tête à l'époque et ce que tu voulais créer. Alors, la thèse de Women Up est très simple. En fait, je me suis rendu compte en travaillant dans des entreprises que les hommes et les femmes de ma génération étaient inconsciemment héritiers des combats féministes de nos mères. Première génération a majoritairement travaillé et qui donc avait exigé du monde de l'entreprise une transparence des règles du jeu, un équilibre des vies, de la méritocratie, une évaluation sur les résultats et pas sur le présentéisme, etc., etc. Ça, ce sont des combats qui ont été très féministes parce qu'ils étaient portés essentiellement par les femmes. Et en fait, nous sommes rentrés dans le monde du travail avec cet héritage intellectuel inconscient, attendant du monde de l'entreprise qui se comporte de cette manière. Parce qu'en fait, on avait été élevés par des mamans qui nous ont raconté ça ou qui ont eu ce rapport-là au travail, ces luttes, ces exigences. Et je me suis demandé dans quelle mesure est-ce que cette attente naturelle sur une forme de modernité managériale n'était pas un levier extraordinaire pour vraiment la faire advenir, cette modernité. Donc, l'idée de l'association, c'était d'être surtout un think tank pour aller voir les plus grands patrons de France et d'ailleurs et leur dire « Ok, vous n'êtes pas convaincus par les femmes, vous n'êtes pas convaincus par les arguments d'éthique, c'est pas grave. En fait, vous avez le droit de vous dire les femmes, on n'est pas sûr qu'elles soient bonnes, et puis c'est important qu'il y ait de l'égalité par principe. On a le droit, pas de problème. En revanche, soyez juste conscients du fait que demain, ça devient non plus un sujet de femmes et un sujet de jeunes, non plus une question d'éthique, mais un enjeu économique, d'attraction, de rétention, mais surtout de développement des meilleurs talents, qui escomptent retrouver cette forme de modernité à l'intérieur de vos boîtes. Et donc, tout l'enjeu de l'association, c'était de faire la démonstration de ce passage de témoin, de l'héritage des combats féministes aux jeunes générations. On a commencé par les boîtes de conseil, pour la raison très simple qu'en fait, elles n'ont rien d'autre que du capital humain jeune. Donc en fait, elles ont très vite compris ce qu'on était en train de raconter. Et puis ensuite, par tache d'huile, ça s'est étendu à quasiment toutes les entreprises avec lesquelles on a travaillé. On a fait des enquêtes mondiales, avec Mazars notamment, dans plus de 60 pays. Donc au début, beaucoup sur ces sujets. Et puis ensuite, on a exploré d'autres thématiques, notamment la question de la puissance. Je me souviens d'une étude sur le féminisme viril, qui avait fait grincer des dents. Et d'ailleurs, ça me fait rire d'y penser, parce que dans l'époque féministe dans laquelle on est, je pense que je me ferais assassiner. Et pourtant, je crois toujours, en fait, à ces sujets. C'était un peu provoque, et en même temps, c'était très juste. C'est-à-dire que c'était des femmes viriles dans le monde du business, il y en avait plein. Et elles étaient très femmes, quand même. Et c'était pas un sujet, et d'ailleurs, il n'y avait pas de guerre menée aux hommes, en tout cas dans le monde économique. Il y avait une espèce d'épopée féminine assez décomplexée, mais qui était tellement... Elle était jouissive. Moi, j'ai adoré cette époque. Je suis moins à l'aise aujourd'hui avec toute la théorie féministe plus intersectionnelle, plus complexée. Elle me parle moins. Elle me parle moins à titre personnel. Elle résonne moins avec mon histoire. Et je me souviens d'une autre manifestation qu'on avait faite, donc un partenariat avec Harley Davidson. Ça, c'était fantastique. Ils avaient fait livrer des Harley dans un bar à Glen Marcel. Et pour la journée de la femme, on avait fait chevaucher des Harley par des femmes de plusieurs générations qui chantaient à tue-tête le plaisir d'être femme. Et ça, c'était fou. Et c'était fou, et en fait, c'était en réalité très business. C'est-à-dire, c'était pas simplement sociétal, c'était très business parce que ça coïncidait avec l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération de femmes qui ne voulaient pas se déguiser en hommes pour réussir, mais qui en même temps assumaient parfaitement une forme de puissance
très viril. Une nouvelle place des femmes. Oui, mais dans une épopée qui n'était pas une guerre. Non, voilà. Leur place. Et il y avait quelque chose du feu d'artifice. Voilà, il y avait quelque chose de tellement kiffant. De se dire, il y a une brèche qui s'ouvre, on va rentrer dedans, un peu comme des Amazones sur nos Harley Davidson. Mais sans regarder les mecs et sans dire, mais c'est de votre faute, et laisse-moi cette place que tu m'as prise. Le plaisir de la libération. Mais exactement, une forme de liberté. Voilà, et le concept de virilité m'avait beaucoup plu. Parce que ça interpellait les messieurs qui étaient encore à l'époque tous à la tête du CAC. Ouais. Donc voilà, donc Woman Up, ça a été mon pédiluve entrepreneurial. Et quelles sont les femmes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent aujourd'hui ? Les femmes qui m'ont inspirée, il y en a plein. Il y en a une à laquelle je pense particulièrement dans le contexte actuel, parce qu'elle traverse un drame, c'est Aude de Thuan, qui est la fondatrice du Women's Forum, qui a créé le Davos des femmes sur la colère d'être refusée à l'entrée du Davos des hommes, et qui en a fait un lieu de conversation entre femmes puissantes, ouvert aux générations à venir de femmes, donc avec beaucoup de sororité, mais un lieu où on se faisait belle pour y aller, et il y avait une soirée, enfin en fait c'était hyper coquet. Et moi j'adore ça, c'est-à-dire j'adore cette idée d'être totalement libre et qu'on peut être méga coquette et méga puissante et méga virile et tout ça en même temps, et c'est trop, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, et le Women's Forum, c'était ça. Donc je pense à Aude, je pense à Mahasti Razavi, qui est la patronne là, du cabinet Auguste et de Bouzy, qui est une Iranienne sublime et tellement douce. Elle est pour moi un modèle de féminité, en fait, dans l'exercice du pouvoir. Et puis enfin, je pourrais en citer 15 ans, je pense à Annie Battle, dont on taira l'âge, mais qui a un certain âge, voire un âge certain, et qui a été, je pense que c'est la plus âgée de mes copines. Et Annie, elle a été une des premières grandes féministes françaises, maman solo, a bossé, a occupé des postes de direction, une vraie intellectuelle, elle a écrit un paquet de bouquins, c'est une proche d'Edgar Morin, et en fait c'est une femme qui m'a et qui m'apporte encore immensément, parce que elle a un regard très affûté sur les transformations sociétales. Elle n'a jamais cessé de réfléchir. Jamais. Elle n'a jamais cessé d'être dans la générosité. Elle a toujours été dans l'entraide. Voilà, c'est des modèles. C'est-à-dire que pour moi, c'est des modèles de réussite. Je me dis, quand on a 84 ans, je crois, de mémoire, et qu'on en est là, mais qu'est-ce qu'on a réussi sa vie, en fait. C'est beau. C'est beau ça, tu portes plein de valeurs très fortes, ça se ressent dans toutes tes expériences. Et donc juste après, juste un an après Women Up, tu crées The Boson Project, où là tu fais un pas de plus dans le monde de l'entreprise et tu décides d'aller coacher des dirigeants et prendre le taureau par les cornes. En fait, The Boson Project, c'est la partie opérationnelle de Women Up d'une certaine manière, puisque Women Up nous a amené sur le sujet de la transformation des entrailles de l'organisation. Avec les bosons, on va un cran plus loin. On fait plus que de la sensibilisation. On la transforme de manière effective, de l'intérieur. Donc aujourd'hui, j'ai un certain nombre de salariés dont le métier est la sociologie des organisations, ce qui consiste à fabriquer du changement dans des boîtes. Et Dieu sait qu'en fait, c'est difficile de fabriquer du changement, parce qu'il n'y a pas de recette sur étagère. Donc il faut comprendre très finement l'organisation, sa culture, sa gouvernance, ses symboles, son histoire, la réalité de son corps social, pour pouvoir identifier les 2 ou 3 leviers qui font que quand on les active en faisant confiance aux hommes et aux femmes qui font l'organisation, on va réussir à conduire, à créer, puis porter le changement dans le temps long. Et puis, il y a un deuxième combat ou une deuxième expertise qui est très importante pour moi au sein de The Boson Project, c'est la phase plus externe des organisations, la transformer de l'intérieur, parce que avec un modèle social d'excellence, elle sera économiquement plus vertueuse, donc plus durable,
mais également questionner sa responsabilité dans la société, dans la cité. Et donc là, oui, c'est tout le travail avec les dirigeants, qui est le travail sur lequel moi je me suis beaucoup investie, parce qu'en fait on est nombreux et on a des expertises et des secteurs qui sont variés. Et si je devais, au bout de 12-13 ans de Boson, dire quelle est mon expertise à moi, ça serait plutôt celle-ci. C'est-à-dire toujours dans la notion de sensibilisation, aller allumer des lumières dans la tête des dirigeants, au niveau des COMEX et des conseils d'administration, sur une autre manière de concevoir le capitalisme, la responsabilité de ces grandes et petites organisations, mais qui font la vie des hommes et des femmes au quotidien, la responsabilité environnementale, mais bon, ça c'est trivial, la responsabilité sociale, la responsabilité territoriale, la responsabilité long terme et la responsabilité politique. Et donc là, je fais le lien avec mes premiers amours, parce que dans un contexte d'affaiblissement catastrophique de la puissance publique, aujourd'hui, ce sont aux entreprises de prendre la main pour proposer un certain nombre d'éléments dans le débat public, de renouveau sur les pactes sociaux, sur la contestation éclairée à l'intérieur des boîtes, sur l'aménagement du territoire, sur le logement, sur l'éducation, sur la guerre des connaissances et des compétences. Parce que, en fait, tous ces sujets-là, ils créent les conditions du succès d'une organisation. Quand elle se développe, elle a besoin de ça. Elle est main dans la main avec la puissance publique, avec son capital humain, avec les citoyens, et elle va puiser finalement dans ses ressources pour pouvoir faire advenir son objet social. Donc aujourd'hui, je pense qu'on assiste à un rééquilibrage entre les deux, et moi, mon humble contribution, c'est d'essayer de sélectionner, de fédérer ensemble les dirigeants qui sont OK, au moins pour écouter, pour questionner les contours de leur responsabilité et relier ça à l'exercice économique, c'est-à-dire montrer que, comme pour Women Up, c'est pas un sujet de philanthropie ou d'éthique, c'est une condition sine qua non d'une performance durable. Je crois que vous vous définissez comme des consultants militants un peu. Est-ce que vous êtes là pour apporter un peu de sens, pour apporter un peu de sens dans le monde du travail et le questionner sur sa responsabilité, comme tu le disais? En fait, on est là pour... on est au service des organisations, donc on n'est pas des coachs, hein, on ne travaille pas sur les individus, on travaille avec les individus, au service des organisations, de la performance des boîtes et de son impact sur la société. Est-ce qu'on redonne du sens ? Oui, au sens où on redonne le pouvoir d'agir. Moi, j'aime pas trop les exercices trop... superficielle de communication sur le sens, parce qu'à titre personnel en fait j'y crois pas vraiment, donc j'ai du mal à vendre sur un truc dans lequel je ne crois pas. En revanche, ce en quoi je crois très profondément, c'est que le travail est émancipateur à partir du moment où on fait confiance aux hommes et aux femmes de mener ensemble des choses difficiles qu'ils doivent se dépasser, parce que quand on est en mouvement, quand on apprend à faire des trucs compliqués, qu'on doit compter les uns sur les autres, qu'on doit se dépasser, qu'on doit être en mouvement, qu'on doit sortir de sa zone de confort, pas pour le principe, pas parce on fait du M&A, mais non, pas ça. Mais parce qu'en fait, c'est un rapport à l'existence, d'être en mouvement et d'essayer de monter les marches de l'escalier de sa propre vie et de son propre potentiel. Alors oui, quand on est dans ce cas de figure, je crois que le travail est émancipateur, que par conséquent on s'engage et que quand on s'engage, on génère de la performance. Donc est-ce qu'on donne du sens ? Je le crois, parce que sur mandat des conseils d'administration ou des COMEX, nous intervenons dans des moments charnières de la vie des organisations, en redonnant une partie de l'enjeu de transformation aux collaborateurs, aux principaux concernés, et en leur mettant à disposition les conditions pour qu'ils portent le changement sur des sujets qui les impliquent, qui les impactent, qui les concernent le plus longtemps possible. Ce faisant, je pense qu'on donne du sens à l'action. J'aime beaucoup la différence entre un engagement qui serait purement marketing, une opération de branding, et en fait l'engagement comme base même de la performance. Comme méthode. Ouais, comme méthode. Comme méthode. Ouais. Et j'aurais pas pu dire ça il y a quelques années, en fait. Ça, c'est le fruit de... C'est un peu le fruit concentré de l'expérience qui est la mienne. Mais en fait,
il vaut mieux ne pas faire de discours du tout, être dans un secteur d'activité où franchement on a du mal à se dire que ça change la vie des gens. C'est peut-être pas très utile, c'est pas génial, on n'est pas dans le soin, on n'est pas dans l'alimentation, on n'est pas dans l'éducation, voilà, bon. Mais se concentrer sur la responsabilité, donc le modèle social, la fabrique à engagement d'une organisation. Il vaut mieux donner des raisons d'y croire et du pouvoir d'agir à l'intérieur des boîtes, de manière individuelle et collective, que de raconter des beaux discours pour engager les hommes et les femmes. À la fin, c'est quand même ça qui compte. Alors ça t'a occupé quelques années, tu es toujours ça m'occupe dans encore ce projet, un peu, bien sûr. Ça, exactement. Mais en 2019, tu t'es quand même lancé dans un nouveau projet, Bugali. Donc tu sors quand même relativement de cet univers, monde du travail, pour te tourner vers l'univers des enfants, mais toujours en cherchant à créer du lien et à connecter, peut-être reconnecter les parents avec leurs enfants et permettre aux enfants de s'éveiller différemment. Alors, comment t'es venu ce nouveau projet et qu'est-ce qu'il a apporté ? Alors déjà, pourquoi j'ai créé Bugali ? Pourquoi je me suis permise de lancer une autre aventure entrepreneuriale très exigeante, parce que là on parle de hardware, donc on parle d'industrie, on parle de machines, on parle de pognon, de grosses levées de fonds. Un livre à histoire interactif. Ouais, je vais t'expliquer ce que c'est. Je me suis permise de le faire parce qu'en fait, les bosons, c'est une histoire que j'ai couvée pendant des années, mais à un moment donné, l'élève dépasse le maître. Et donc, j'ai dans mes équipes aujourd'hui des gens qui sont des experts dont les compétences dépassent les miennes en termes de sociologie des organisations. J'ai un DG, j'ai des gens qui maîtrisent les problématiques transformationnelles par secteur, alors que moi, j'ai une vision hélicoptère des sujets. Et je me suis dit, bon, en fait, il faut que je leur laisse de la place pour pouvoir s'épanouir, parce que j'ai une forte personnalité. Que j'adore voir les gens, être avec eux, j'aime le présentiel, etc. Et donc, à un moment donné, faut laisser de la place pour que les arbres puissent pousser. Donc, je me suis dit, bon, comment faire pour m'occuper ailleurs et laisser un peu de champ pour que ces talents-là puissent s'exprimer. J'ai monté Bugali en observant ma première fille rentrer en relation avec un livre enfant. Et en fait, elle est entrée en relation avec le livre à 1 an et demi, avec les doigts. Parce qu'elle a caressé les pages pour faire sortir l'histoire, comme si c'était un iPad. C'était tactile. Voilà. Et moi, je me suis dit, mais pourquoi il n'y a pas un de ces... de cette pléthore de mecs de la station F qui n'a pas réinventé le livre papier pour les enfants ? Parce que franchement, il y a quelque chose de tellement natif dans l'usage. Et donc, on a fondé avec François Esquin, qui était mon client chez Boson, qui était devenu un ami, qui est le fondateur de Octo Technologies, donc une boîte, une pépite de la tech. On a fondé ensemble Bugali, qui veut dire bébé en breton, et qui est une console de lecture en Made in France. Vous posez dessus des livres papier, issus des 15 plus belles maisons d'édition françaises, donc ce sont des vrais livres en vrai papier. Sauf que quand l'enfant les pose sur la console, chaque double page devient tactile. Comme un iPad. Et donc, les illustrations, c'est comme une pièce de théâtre. On va toucher le lapin, le texte, le personnage, et tout a été mis en scène et interprété en français et en anglais par des artistes. Des comédiens, des compositeurs, des musiciens, Incroyable. Pour permettre à l'enfant, à partir de 1 an et demi, c'est-à-dire le développement de la motricité fine, jusqu'à 7-8 ans, âge à partir duquel on est en concurrence frontale avec les écrans, de découvrir la lecture par les doigts, en compagnie de livres papier, mais avec une expérience hyper immersive qui est sonore, qui est visuelle, puisque je regarde, qui est tactile, mais qui en aucun cas ne confisque l'imagination, comme c'est le cas avec un écran qui vous impose en fait quelque chose. Qui capte complètement l'attention. Et en fait, ce qui est dingue, c'est que tous les tests qu'on a fait, on a un comité scientifique qui est très robuste, qui nous a aidés dans le design de l'expérience, avec le docteur Albert Moukébert qui le préside, qui est oui, tout à fait. un ami très cher et très proche. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en fait, l'enfant, sur chaque double page, il va se raconter l'histoire à chaque fois différemment.
Et donc les parents, ils regardent ça en disant, mais il fait pas l'histoire dans l'ordre. Ouais, mais il n'y a pas d'ordre en fait, t'as pas compris. C'est que le royaume de l'imagination, c'est qu'on s'en fiche de l'ordre. Et que s'il veut faire dans l'autre sens et mélanger le français et l'anglais, etc., mais ça sera cohérent dans sa tête et basta. Et il peut même tourner dans tous les sens, les pages, dans un sens et dans l'autre. Donc voilà. Et alors, pour revenir à mon sujet de l'impact, Bugalis est très lié finalement à mes 2 précédentes aventures, parce que la manière dont j'ai vu les choses, c'est que par les livres qui sont un cheval de Troie de connaissances, on éveille au monde une nouvelle génération. On réveille aussi la génération de leurs parents. Et donc les livres sont pour nous des chevaux de Troie à l'intérieur desquels la ligne éditoriale est composée autour du rapport à soi, aux autres et au monde. Donc forcément, on est dans une approche militante, le terme est trop fort, mais en tout cas engagée sur un certain nombre de valeurs, sur des sujets d'ouverture à la culture, à la poésie, aux humanités. Donc il va y avoir ici des vers de Victor Hugo, là-bas un peu de Maupassant, caché un peu de Bob Marley, pour que se mettre dans la tête des enfants des sonorités, des langues, des connaissances, une complexité de vocabulaire à laquelle il n'a peut-être pas accès au sein de sa famille. Le livre, c'est le premier critère de déterminisme social. Grandir en compagnie d'un livre dès le plus jeune âge va faire toute votre vie professionnelle. Donc en fait, mettre des livres avec de la technologie, la fin justifie les moyens, dans les chambres des enfants, c'est pour moi un objectif de salut public. Donc il y a pour les enfants, mais il y a aussi pour les parents, créer les conditions d'un dialogue où à un moment donné, le parent aussi, il est interpellé par le fait que, mince, il ne savait pas ce que c'était qu'un fifre, qu'en fait, il se rappelait plus très bien ses cours de bio quand tu rentres dans une cellule, sachant qu'en plus, on rentre dans les cellules en français et en anglais, donc là, il faut bien s'accrocher. Donc voilà, en gros, proposer une expérience à la fois éducative, mais surtout poétique, de connaissances, pour se dire que putain, en fait, on a trop de chance d'être dans cette époque. On a trop de chance d'avoir des enfants et de pouvoir les éveiller au monde. Adossé à cette chance, il y a une responsabilité. Et que donc, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et que cette nouvelle génération, on doit la préparer et on doit se préparer nous-mêmes à laisser la place, à prendre nos responsabilités. Passionnant, incroyable. Alors tu t'es pas arrêté là, bien sûr. 2 ans plus tard, tu crées Youth Forever. Oui. Donc tu reviens quand même sur le sujet de la jeunesse, mais tu la connectes cette fois à un autre sujet d'actualité, l'environnement, le réchauffement climatique. Ouais. Donc là aussi, on retrouve ta fibre entrepreneuriale, militante, engagée. Donc quel est ce projet exactement? Comment il s'inscrit dans ton combat quotidien et dans cette trajectoire? Alors, Youth Forever, c'est né d'une étude réalisée à la faveur de la pandémie pour L'Oréal sur la jeune génération au niveau européen, où on se plonge en fait de manière quantitative et qualitative dans des communautés de jeunes de 18 à 25 ans. Et en fait, moi, j'étais très touchée par ce que j'ai entendu. J'ai été très triste, en fait, de ce que j'ai vu. La question que L'Oréal nous posait, c'était finalement cette pandémie qui est inédite dans l'histoire de l'humanité moderne et dans l'histoire des organisations, qu'est-ce qu'elle esquisse comme nouvelle responsabilité pour nos autres entreprises? Et en fait, j'ai été très touchée. Pourquoi? Parce que j'ai vu une jeunesse quand même vachement impactée par les choix politiques associés à la pandémie. Pas par la pandémie elle-même. Donc avec des décrochages scolaires qui sont catastrophiques. Ça concerne 8 jeunes sur 10 en France. 38% de décrochage très fort. 38% de décrochage pratiquement irrémédiaux. C'est une détresse économique qui était déjà latente, où en fait globalement aux États-Unis on avait vu sur la dernière décennie un décrochage très fort du pouvoir d'achat des jeunes générations en comparatif de leurs propres parents. Et en fait, la pandémie a accéléré le mouvement. Et aujourd'hui, la jeune génération est plus pauvre que toutes les générations précédentes et ne pourra jamais rattraper la génération de ses parents. Et ça, c'est très important à avoir en tête parce que c'est une rupture dans le récit du progrès qui a fait que les parents
ont investi dans l'éducation, ils ont investi dans leurs enfants en se disant le monde de demain, il sera mieux pour toi. Et donc ça crée quelque chose d'ascendant. Alors le mieux, c'était beaucoup de la croissance économique. Le fait qu'aujourd'hui, on ne soit plus en capacité de s'approprier ce récit parce que la réalité économique est ce qu'elle est, ça génère, je pense, notamment des crises de la natalité comme celle qu'on connaît. Et puis, troisième élément de la détresse, c'est une détresse psychologique. Et là, les chiffres sont absolument catastrophiques. En fait, on les a esquissés dans l'étude, mais aucun des chiffres n'était public. Et ils ont explosé 1 an et demi après, avec une augmentation de 87% du taux de suicide des jeunes femmes de 15 à 24 ans sur la dernière décennie. Wow. Aujourd'hui, le suicide est la première cause de mortalité des moins de 25 ans dans plus de 100 pays. Et c'est la première fois. Donc on a découvert cette réalité. En même temps, on était face à une population très résiliente parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Voilà. Et en même temps, on a découvert que c'est une population qui, abîmée par la pandémie, mise en difficulté de prendre son envol pour toutes les questions que je viens d'évoquer, obsédée par les sujets de transition environnementale, et même quand ils ne le formulent pas, parce que tout le monde ne connaît pas les rapports du GIEC par cœur, mais la toile de fond quand même, c'est l'horizon. Il n'y a pas d'horizon pour moi. Voilà. Et ça partout. Il n'y a pas d'horizon pour moi. C'est pas une histoire de col blanc, bac+5 de grandes écoles de commerce. C'est pas vrai. Il y a une idée sur le fait qu'il n'y a pas d'avenir souhaitable dans lequel me projeter. Et donc, dans ce contexte-là, ce qui était super intéressant, c'était la petite lumière qui s'est allumée dans notre étude. Ils voyaient le monde économique comme le seul territoire d'engagement possible pour pragmatiquement avoir de l'impact. Du coup, on est revenu en se disant, mais il y a quelque chose à faire. Parce qu'il y a un nouveau pacte à inventer entre l'entreprise avec un grand E et la jeunesse avec un grand J, pour que l'entreprise à court terme prenne soin de cette jeune génération. À moyen terme, une fois qu'elle l'a réparée, la prépare. Et notamment qu'elle lui apprenne le pouvoir et les responsabilités. Que tout ce qu'on réserve aux mecs de plus de 55 ans dans les bois, des MBA, des machins, des trucs, en fait, on concentre sur cette génération-là. Et qu'on passe entre 5 et 10 ans à les former à l'art du changement et de la transformation. Donc ça, c'est très boson. Secteur par secteur. Pour pouvoir, troisième étage de la fusée, après le care, après le enable, impact, leur laisser la place et en faire les commandos de transformation des pans entiers de l'économie pour pouvoir accompagner la bascule du système. Ce faisant, en fait, on répond à leur quête d'engagement, leur impératif d'utilité et le faux désamour qu'ils ont vis-à-vis du travail, qui est en réalité une exigence très importante d'être utile et qu'à un moment donné, une fois qu'on est préparé, une fois qu'on est formé, on nous fasse confiance pour pouvoir faire quelque chose de grand que probablement les générations d'hier ne seront pas en capacité d'accompagner et même de penser. Donc voilà, sur cette base-là, et après avoir rencontré d'ailleurs dans le cadre d'un podcast Jasmine Manet, qui était la fondatrice de Vocation, on a lancé l'association Youth Forever avec une douzaine d'entreprises. On a constitué une petite équipe de 5 personnes et Jasmine a pris la tête de l'association. Elle fait un travail remarquable. D'ailleurs, elle est devenue en l'espace de 2 ans une égérie pragmatique du monde économique sur le sujet de la jeune génération. Et je suis je suis très fière de ce que fait l'asso. Je trouve que c'est hyper important et même si aujourd'hui le sujet des jeunes n'est plus à la mode, c'est ce qu'on nous a rappelé les derniers mois, ce qui est complètement débile. Voilà, ça n'est plus à la mode. Toujours à la mode. Emmanuel, c'est plus à la mode maintenant. C'est un peu l'intergénérationnel, mais bon, c'est trop la merde économique pour s'intéresser à ce genre de sujet. Même si le monde économique est décevant, je crois quand même que l'asso, elle a en son sein quelque chose de très puissant, c'est-à-dire la capacité à créer les conditions d'un dialogue possible entre un monde économique qui doit se transformer et une jeune génération qui doit rendre compréhensibles les conditions de son engagement pour pouvoir demain être préparé à ces transformations. Ça, je crois que c'est très puissant et que c'est une manière de voir les sujets qui est aux antipodes de la désertion, que je n'appelle pas de mes voeux, parce que les déserteurs fassent ce qu'ils veulent. Mais c'est pas ça qui changera quoi que ce soit.
Et donc aujourd'hui, on a quand même besoin de gens qui se retroussent les manches et qui se coltinent le dur. Ce qui est assez extraordinaire, c'est que ce projet permet en fait à cette génération qu'on appelle souvent sacrifiée de se transformer, de se réinventer en génération engagée. En fait, c'est une espèce de synthèse de un peu tout ce que j'avais vécu et compris avant, puisque on prend soin de cette jeune génération qui est abîmée. Et je considère que c'est une responsabilité aujourd'hui de l'entreprise. Nous n'avons pas le luxe d'une génération sacrifiée. On n'a pas le temps, sur l'échelle du temps des transformations des secteurs économiques, d'avoir une génération à côté de laquelle on passe. Ça ne marche pas. En même temps, il faut accompagner et cortiquer intellectuellement cette génération pour qu'elle sache verbaliser elle-même ce qu'elle projette comme desiderata pour le monde de demain. On a un programme par exemple qui s'appelle CENO pour convaincre, écouter, négocier, opérationnaliser. Et en fait, ces 4 soft skills, qui sont les 4 soft skills de base de la transformation, doivent être maîtrisés dans les 2 premières années de vie professionnelle. On ne peut pas attendre 20 ans pour faire ça. Donc c'est ce qu'on essaye de faire en fait. On inocule quelque chose de très concentré pour qu'il puisse prendre un petit peu d'épaisseur. Et puis, 3e élément, c'est que ça repose sur l'idéologie forte de Boson, c'est-à-dire que le travail est émancipateur, le travail rend libre. Par le travail, non seulement on réalise qui on est, à partir du moment où on arrive à le faire dans des entreprises qui ont compris ça, mais par le travail, on peut changer la vie tout court. On peut accompagner des bascules sur des pans comme par exemple le secteur énergétique. Et si on ne le fait pas par le travail, en fait, on ne le fera pas tout court. J'ai eu la chance d'être au conseil d'administration de Leroy Merlin. Leroy Merlin, c'est de mémoire 120 000 personnes. Qui croient vraiment que pour accompagner la transformation de cette énorme structure qui est présente sur la moitié des pays du globe, on va faire appel à une boîte de conseil? Qui croit ça? Personne. Parce que c'est une transformation totale en fait, de la supply, de la logistique, du rapport client, de la tech, de la culture, de tout. Il faut tout reprendre à zéro. Le monde de demain, il faut commencer à le créer aujourd'hui et se mettre à partir de maintenant dans une logique de transformation perpétuelle, permanente, absolue. Et donc il faut que ça vienne de l'intérieur. Et il faut des hommes et des femmes formés pour ça. Est-ce que le travail à l'inverse peut fragiliser? Le travail, c'est aussi un poison. Le travail, c'est aussi un poison. Et je pense que l'expérience de mon papa, quand j'étais plus jeune, que j'étais justement à Sciences Po, pour lequel, à un moment donné, le travail a été destructeur. Et moi, je suis juriste de formation. Et je m'étais posé cette question complètement naïve. Comment une personne morale peut-elle détruire une personne physique? J'avais vraiment du mal à comprendre. Et dans ma tête, j'ai eu une sorte de bug en fait. Je n'ai pas compris comment c'était possible. Et je pense que quand j'ai créé Boson au début, j'avais cette recherche. Et c'est pas un hasard de faire de la socio des orgas. Et c'est-à-dire de faire un travail de journaliste d'investigation dans l'entreprise pour comprendre comment elle fonctionne. C'est pas un hasard. Et bien sûr qu'en fait, le travail peut tuer, le travail peut détruire. Mais c'est pas le travail qui tue ou qui détruit, c'est l'organisation en fait. C'est pas l'entreprise non plus. L'entreprise c'est une marque, c'est une enseigne, c'est un nom. L'organisation, elle peut détruire. Elle peut détruire parce qu'elle peut vider de sens une existence entière. Elle peut réduire les gens à rien du tout, à un numéro. Elle peut casser l'interdépendance des chaînes. Elle peut créer de la solitude, elle peut créer de l'injustice, elle peut même consacrer l'injustice, elle peut même promouvoir l'injustice. Et j'en ai vu des boîtes, j'en ai vu une notamment. Une boîte de mercenaires dans laquelle plus vous êtes méchant, terme utilisé par les enfants, plus vous allez loin. Et c'est comme ça que ça fonctionne, et c'est ok. Et alors là, il y a une casse humaine qui est terrible. Bien sûr. Mais c'est pas le travail. Le travail, pour moi, c'est la mise en mouvement. Le travail, il peut pas tuer, sauf quand un travail physique, hyper dangereux, l'accidentologie, on parle d'autre chose là. L'organisation aussi. On t'a pas vu t'impliquer encore sur des sujets plus liés au care, à l'accompagnement psychologique, peut-être individuel, peut-être bientôt. Il faudrait pas trop me tenter. En fait, disons que ma limite à moi, c'est les sujets
Un peu coaching. Ça, c'est ma limite parce que Ok. c'est pas ma cam. Ok. Je pense que je suis pas, c'est pas ma personnalité, c'est pas ma compétence, c'est pas mon goût. Et en plus, moi je suis quelqu'un de macro, c'est-à-dire que. Et puis je reste fondamentalement un entrepreneur. Et je pense que c'est aussi pour ça que, par exemple, le boson Use Forever, ça marche. C'est parce qu'en fait, on n'est pas des idéologues. On connaît intimement ce qu'est une organisation. On est au service de la performance sur le temps long de l'organisation. Simplement, ce qu'on explique, c'est qu'il n'y aura pas de performance économique sans performance humaine. Basta. Et qu'il n'y aura pas de transformation environnementale sans un modèle social et humain d'excellence, puisque la transformation environnementale, elle exige un engagement et une capacité à porter les transitions par le corps social. Donc, et avant la pandémie, c'était du militantisme et du porte-parole. Après la pandémie, c'est du petit lait presque, j'ai envie de dire. C'est pas pour autant que les dirigeants se sont remis en mouvement dans un univers économique d'une complexité ça devient très très compliqué de diriger, mais pour autant, on n'a plus à faire la démonstration du lien entre performance sociale et performance économique. On n'a plus à le faire. Et alors après les enfants, les jeunes, les Les femmes, les dirigeants, parents, les les dirigeants, boîtes. les seniors aussi. Tu as travaillé sur le fait de connecter aussi les seniors avec les plus jeunes générations pour créer une dynamique plus humaine, plus performante également, non? En fait, j'ai travaillé. Alors, on a toujours bossé sur toutes les populations qui existent à l'intérieur du monde de l'entreprise. Donc, forcément, on est arrivé sur le sujet des juniors, des juniors, des juniors et des seniors. On a travaillé à un moment donné pour CNP Assurance sur un livre blanc sur le CARE et donc évidemment le grand âge. Et puis surtout, je suis rentrée au conseil d'administration de LNA Santé, qui est un grand groupe français qui a des cliniques, des EHPAD, donc il y a à la fois une activité médicale, une activité de maison de retraite, je préfère maison de retraite qu'EHPAD, une activité de crèche. Et au début, j'ai un petit peu hésité, pour être tout à fait honnête, parce que je pense que j'avais peur de la discipline. À côté de moi, au conseil d'administration, il y a un médecin gériatre. J'avais peur de la discipline, j'avais peur de l'aridité du sujet. Et en fait, je pense que c'est un des meilleurs choix que j'ai fait. Parce que, d'abord, appartenir au conseil de LNA Santé, ça me rend très très fière. C'est une entreprise familiale qui préserve un modèle social d'excellence et qui est en train de montrer dans un secteur de la santé qui est très chahuté, particulièrement dans le monde des EHPAD, pour toutes les raisons qu'on connaît, qu'en fait, c'est bien la robustesse du modèle humain qui, à la fin, fera la capacité à avoir des grands groupes d'EHPAD qui délivrent une expérience patient irréprochable. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre la qualité du modèle social, la qualité de l'engagement et l'éthique pour les résidents. Un lien direct. En fait, c'est le genre de secteur d'activité dans lequel il n'y a pas de gras entre la qualité de l'engagement et la performance. Il n'y a pas de gras. Tu t'engages, ça se voit en fait sur les soins que tu prodigues. La famille du résident le perçoit immédiatement. Et donc, tout est possible ensuite. C'est quasiment immédiat. Et puis, en fait, ça me fait du bien aussi d'être plongée tous les mois dans la réalité de la vie telle qu'elle est aussi. Parce que la vie de l'entrepreneur, c'est super, les idées, les projets, les machins, les trucs, c'est super. La vie des bosons, elle est un petit peu plus difficile parce qu'on est dans les boîtes, donc on est dans des call centers, on est dans des usines, voilà. On voit la réalité humaine du travail qui est une réalité humaine d'abord et avant tout. La vie des EHPAD, c'est encore autre chose. Et je pense que ça fait de moi une meilleure personne que d'être plongée dans cet univers et dans ces préoccupations un jour par semaine. Ça me garde hyper ancrée. C'est-à-dire que demain, je pourrais gagner 100 millions d'euros, à mon avis. En fait, ce qui accompagne... Voilà, sur terre aussi. Oui. Aujourd'hui, mon environnement intellectuel et de pratique, il est trop proche de la vraie vie pour perdre mes esprits, quoi.
Je comprends, je comprends. Donc le monde du travail, si je comprends bien, si je résume ta pensée, doit être humain, responsable. Il sera dans l'avenir, je l'espère, humain ou responsable, ou ne sera pas, ou ne sera plus. En tout cas pas selon tes attentes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois l'entrepreneuriat, pour rejoindre un petit peu ce qu'on se disait en début de discussion, comme une arme politique finalement? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à cette question. Euh, Alors, l'entrepreneuriat est une arme politique, c'est sûr. C'est plus vrai aux États-Unis que chez nous, évidemment. Parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont façonné des créatures qui sont aujourd'hui politiques, sans légitimité démocratique. Donc ça vient tout questionner. Euh, Il y a des entrepreneurs qui aujourd'hui proposent des solutions qui viennent pallier les limites de l'action publique sur des domaines comme l'éducation ou le soin. Et donc on a besoin d'eux. Et puis, il y a des familles de bâtisseurs, parce que quand on pense entrepreneur, on pense toujours à des jeunes, ou des moins jeunes, mais bon, des startups, quoi. La réalité française, c'est quand même que on a des grandes familles de bâtisseurs qui ont, au fil des générations, consolidé des boîtes extraordinaires, extraordinaires, qui ont des performances fantastiques, qui ont des taux d'engagement scandaleux, scandaleux, et dont on ne parle jamais. Et en fait, eux, ils n'ont pas attendu ton podcast pour se poser la question de leur rôle politique. Et pas plus tard qu'hier, en fait, j'étais dans les Hauts-de-France avec Xavier Bertrand, avec un certain nombre de grands dirigeants du territoire qui, depuis 40 ans maintenant, se posent la question de la responsabilité territoriale. Ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça montre à quel point on est en train de flouter un peu les territoires des uns et des autres. La responsabilité territoriale, c'est se dire qu'en fait, quand on est une entreprise, un très gros employeur, on intervient on opère sur un territoire, en fait, le territoire est à la fois une ressource et en même temps, il y a une responsabilité. Et donc, il faut qu'il y ait un dialogue très, très étroit entre les représentants que nous avons élus et puis ces bâtisseurs. Et ce que j'observe, c'est un changement de posture du côté de la puissance publique, qui était quand même toute puissante il y a encore quelques années, et qui est de plus en plus à l'écoute, parce qu'elle a de plus en plus besoin de ces bâtisseurs pour pouvoir rééquilibrer le territoire avec des services, avec une qualité du vivre ensemble sur le territoire dont les entreprises sont de plus en plus dépositaires. Donc oui, en fait, je pense que l'entreprise, elle est de plus en plus politique à son corps défendant parce que la puissance publique est de plus en plus faible, elle n'a plus les moyens de ses ambitions. Et l'entreprise, elle a besoin d'avoir un territoire, une démocratie vivace, des services publics qui fonctionnent. Donc à un moment donné, elle est face à cette réalité de rentrer aussi un petit peu là-dedans et de prendre une part de cette responsabilité. On parle de plus en plus d'entreprises à mission, on en voit de plus en plus. Est-ce que c'est ça l'avenir de l'entreprise et de l'entrepreneuriat? Je crois pas que ça soit l'avenir. Je pense que c'est très bien. Je pense que ça génère surtout des rituels où on se pose des questions qu'on ne se posait pas avant. Mais ce dont je te parlais précédemment est à mon avis plus puissant et plus lourd dans l'action politique en fait. Le fait que l'entreprise doive avoir un modèle social d'excellence pour pouvoir cultiver la qualité de l'engagement sur des générations qui se suivent et ne se ressemblent pas, parce que sans qualité d'engagement, il n'y a pas de performance ni environnementale, ni économique, c'est une évidence. Donc, les boîtes qui l'ont pas compris, eh ben, tant pis pour elles. Pour les autres, en vrai, quand même, le message a fait son chemin. Et puis, on a aujourd'hui des grands exemples qui le montrent. Donc, l'entreprise à mission, ça s'inscrit là-dedans. Très bien. Donc, c'est la politique presque dans l'entreprise, au service d'une performance dans la durée.
L'entreprise politique, pour moi, c'est encore le cran d'après. C'est se poser la question de la responsabilité politique vis-à-vis de la France, vis-à-vis de son pays d'appartenance, quand on est une entreprise. En fait, il y a quelques années, j'avais organisé avec le chef d'état-major de la marine une croisée des mondes. Donc, on invite un certain nombre de grands dirigeants civils et militaires, intellectuels, sur un bateau de guerre, et on réfléchit... Et aussi réserviste oui, de la marine nationale. Exactement. Pour ceux qui ne le savaient pas. Et donc, on réfléchit au contour du leadership, etc. Et on avait invité Christiane Taubira pour l'échange en clôture. Et la question, c'était est-ce que l'entreprise doit aller sur le terrain politique ? Elle était arc-boutée contre cette idée. Devant un panel d'entrepreneurs familiaux qui font de la politique sans le dire depuis des années. Et parce qu'ils n'ont pas de choix, en fait. Parce que c'est comme ça. Parce qu'en fait, quand on est impliqué sur son territoire, on finance l'école, mais on se dit aussi qu'il faut qu'il y ait un lien entre les besoins de son entreprise et puis les programmes de formation. Et puis, quand l'IA arrive, et ben en fait, on finance la maison de l'IA pour que tout le tissu économique puisse avoir accès à cette démocratisation, à cette technologie, parce qu'on a un intérêt à la coopération. Et puis en fait, on crée des liens avec le président de la région, parce qu'à un moment donné, quand s'installent des méga-usines, des machins, des trucs, il faut pouvoir relier les business, il faut pouvoir répondre à la question du logement, il faut pouvoir répondre à la question de la mobilité. Et donc, bah ouais, les entreprises, en fait, elles font de plus en plus de politique, parce que c'est le corollaire de leur capacité à bien faire ce qu'elles doivent faire. Écoute, merci beaucoup Emmanuelle pour cet échange passionnant. Je sais que tu es une femme pressée, je vais te libérer. Merci pour tout et écoute, à très bientôt en tout cas. À bientôt, merci. Merci, ciao.